L'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau, avec qui l'on parlera, avec son expérience d'exercice du pouvoir à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, de cette crise entre la France et l'Algérie. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Ancien ministre, ancien commissaire européen. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir. Les bouleversements du monde à l'échelle nationale, internationale. Après les derniers propos, notamment de Donald Trump, qui laissent augurer une vraie guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis pour planter le décor. Et on en parle juste après. Voilà ce que ça donne. Chaque jour, une nouvelle sortie de Donald Trump. Trump a annoncé hier qu'il allait taxer, je cite, les produits européens. And it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all other things. Le 25%, c'est juste astronomique. On va négocier, comme toujours avec Trump, tout se vend, tout s'achète. C'est le scénario qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix éviter. Visiblement, les messages ne sont pas très bien passés. Ah, ils sont passés et ils ont été posés sur un guéridon du bureau ovale. Il faut parler quand même de la façon dont Donald Trump a encore justifié cette nuit ses droits de douane. The European Union's it was formed in order to screw the United States. I mean, let's be honest. C'est la méthode Trump. Il aime bien provoquer, il aime bien installer un rapport de force. Donald Trump, il ne réagit que par rapport à l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et ben nous, les Européens, nous devons lui faire mal, très mal. Nous devons lui faire mal, très mal, voilà ce que dit François Hollande. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a été instruit, Benjamin Duhamel, déjà de la façon dont il procède. Il y a effectivement une sorte de brutalité dans le langage. Il y a aussi cette logique transactionnelle. C'est-à-dire qu'il pousse toujours le bouchon très très loin pour donner ensuite le sentiment qu'il va revenir un peu en arrière et faire en sorte que ceux avec qui il négocie ont à la fin le sentiment d'avoir fait, comme il dit, bon deal. Une sorte de pivot de négociation. Donc on est dans cette période. Et je crois que dans cette période, il faut deux choses. D'abord, être conscient que nous n'avons, nous, Européens, comme moyen de réaction, que notre unité et notre force. On est un grand continent, 450 millions de concitoyens, une fois et demie plus important que les États-Unis d'Amérique. Et ça, évidemment, ça l'embête. Ça embête aussi beaucoup Poutine. Et donc, qui préfère avoir des discussions bilatérales avec les uns et les autres. Donc nous, il faut vraiment qu'on soit en permanence conscient de cette force, mais aussi qu'on puisse la lui faire toucher du doigt. C'est quelque part ce qu'a fait Emmanuel Macron en se rendant lundi à Washington. Et on va parler de tout cela, mais simplement, quand on a un président des États-Unis qui dit droit de douane de 25%, qui prononce cette phrase, l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. Est-ce qu'il faut, pas forcément en utilisant les mêmes termes, mais du moins répliquer de façon équivalente, œil pour œil, dent pour dent, et dire, écoutez, si vous mettez en place ces droits de douane à hauteur de 25%, l'Union européenne fera la même chose? Alors on va prendre les choses par étapes. D'abord, il utilise ces droits de douane, non pas finalement, parce que c'est ça la réalité, pour obtenir un gain commercial, il ne faut pas se tromper, il l'utilise pour obtenir autre chose. Il l'a fait, nous sommes instruits de cela, il l'a fait avec le Mexique, il l'a fait avec le Canada. Par parenthèse, on a l'impression que 25, c'est le chiffre magique. Et donc là, qu'est-ce qu'il veut obtenir alors? Eh bien, c'est bien la question. Avec le Canada, enfin avec le Mexique, c'est évidemment pouvoir contrôler l'immigration illégale et aussi, et on peut que l'encourager à cela, le fait que la frontière était une passoire pour le fentanyl. Donc c'est ça ce qu'il veut obtenir. Le Canada, c'est un peu moins clair. Il a utilisé les deux mêmes arguments, sauf que c'est 1% du fentanyl et 1% de l'immigration. Mais enfin bon. Et pour nous, Européens, eh bien, on va voir. Et c'est la raison pour laquelle... C'est-à-dire, vous ne croyez pas à ces 25% de droits de douane imposés par Donald Trump? Je ne crois pas qu'à l'arrivée, ils y seront. D'accord. Mais on verra. Mais je pense qu'il est très important que pour nous, on soit très clair. Il est hors de question que nous entrions dans une discussion où, pour éviter quelques droits de douane, par exemple, on cède notre intégrité territoriale, le Groenland. Il est hors de question, il faut le dire de façon très claire, et il sait l'entendre quand on le dit de façon très claire, qu'on détricote, par exemple, ce que notre démocratie a voté. Je pense en particulier à nos lois du numérique, qui ne sont pas faites du tout pour embêter les États-Unis d'Amérique, qui sont faites pour protéger nos enfants, nos artistes, nos concitoyens dans les réseaux sociaux, qui gênent peut-être quelques-unes des grandes plateformes américaines, qui voudraient peut-être détricoter notre démocratie. Ça, c'est intouchable. On ne touche pas à la démocratie européenne. Tout le reste, on peut discuter. Et en particulier,
revenir sur les accords commerciaux ou sur les discussions commerciales. On l'avait fait parce qu'il avait déjà commencé lors de son premier mandat, vous vous en souvenez. Il a voulu mettre des droits de douane très importants sur l'acier, sur l'aluminium, etc. On s'en souvient. Il avait changé, oui. Oui, et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit droit de douane sur les Harley-Davidson, droit de douane sur les jeans Levi's, droit de douane sur le bourbon du Kentucky. Donc il faudra faire pareil. Mais bien entendu. Et tout ceci est prêt. Voilà. Et donc, qui a le plus à perdre au fond, si une guerre commerciale, si Donald Trump va au bout de ses idées entre l'économie américaine et l'économie européenne? Qui a le plus à perdre d'un type de guerre commerciale où effectivement ce serait œil pour œil, dent pour dent? Benjamin Duhamel, c'est celui qui paye à l'arrivée. Et qui paye à l'arrivée, Benjamin Duhamel? Et c'est quel consommateur? Le consommateur américain. Parce que les droits de douane, à la fin, qui les paye? C'est le consommateur. Donc c'est tout le paradoxe invraisemblable de cette histoire, d'un point de vue économique. Du reste, les marchés s'y trompent pas. Qu'est-ce que fait la bourse aujourd'hui? Qu'est-ce que fait la bourse américaine aujourd'hui? Elle est plate. Elle est plate. La bourse européenne a monté, en revanche, pas mal depuis le début de l'année. Et ça, voyez-vous, ça, c'est un élément qu'il regarde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si jamais ces droits de douane arrivaient, on a parlé tout à l'heure du Mexique ou du Canada. Songez que pour le Canada, c'est la base arrière, notamment de l'industrie automobile américaine. Certaines pièces traversent la frontière 5 à 7 fois pour être façonnées différemment, on ajoute tel élément, etc. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut mettre 25%, et à chaque fois, à la fin, c'est le consommateur américain qui paye. On voit donc bien que ça n'a pas de sens, et que ça provoque quoi? Ça provoque de l'inflation et de l'augmentation, évidemment, des prix. Donc, bien sûr, il faut le prendre au sérieux. Et moi, je suis de ceux, vous voyez, qui considèrent qu'il faut toujours prendre au sérieux ce que dit un chef d'État et de gouvernement. En tout Avec cas, un peu de naïveté, peut-être, Thierry Breton, parce qu'au fond, Donald Trump, il donne aussi, je ne sais pas s'il donne une leçon, mais il fait ce qu'il a dit en campagne. Eh bien, vous avez raison. Et encore une fois, rien, pardon de le dire de façon un peu triviale, rien de nouveau sous le soleil. Il dit exactement... Enfin, il a dit exactement ce qu'il voulait faire, et il fait ce qu'il a dit. Alors, des fois, il est un petit peu plus ambitieux par rapport à la réalité, parce que la réalité est souvent un peu plus compliquée que les projets ou les ambitions politiques. On pense en particulier à la cessation des combats en Ukraine, dont il avait dit qu'il pourrait les arrêter en 24 heures. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que tout ceci avait été annoncé. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, on s'y préparait? Est-ce qu'on s'est préparé à temps? Parce que ça ne date pas, encore une fois, des 20 derniers jours. Ça date de la campagne, y compris des 100 jours de transition. C'était même cet été où on entendait déjà exactement la même chose. Souvenez-vous, il avait même dit le mot tariff, ça veut dire droit de douane, c'est le plus beau mot de la langue anglaise. Voilà, donc si on ne s'est pas préparé, il faut aussi s'en prendre un peu à nous. Ce qui est aussi frappant, c'est que tout cela intervient 2 jours après le déplacement du président de la République à Washington. Et là, peut-être la question que se posent ceux qui nous regardent, c'est une forme de décalage entre l'ambiance, ce que certains ont appelé une forme de bromance entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On parlera de l'Ukraine dans un instant. Et à la fin, ce qu'il dit sur ses droits de douane. Est-ce que, là encore, il y a une forme de naïveté sur ce qu'Emmanuel Macron aurait pu obtenir de Donald Trump? Est-ce que là, le président français, il ne s'est pas un peu laissé berner par la façon dont il a été accueilli à la Maison-Blanche, les échanges d'amabilité sur la forme? Je ne suis pas là pour, encore une fois, faire des analyses psychologiques des chefs d'État. C'est pas de la psychologie, c'est de la diplomatie. Mais pour les connaître tous les deux, pour avoir participé à des réunions avec tous les deux, y compris à la Maison-Blanche, je peux juste apporter, et avoir aussi discuté moi-même, et négocié moi-même, dans ma qualité d'ancien commissaire européen, avec lui-même ou ses équipes, lors du dernier mandat que j'ai exercé à la Commission. Je peux vous dire qu'il y a encore une fois 2 choses. Il est très important, en ce qui concerne donc Donald Trump, de contrer son narratif. Il a un narratif. Et son narratif, par exemple, c'est de dire... l'Union européenne nous traite mal, on a un déficit gigantesque de plus de 300 milliards, des fois on sent même le chiffre de 500 milliards, et de redonner la réalité. Et la réalité, c'est que le déficit sur les biens, c'est 150 milliards, et quand on y ajoute les services, il n'est plus que de 50 milliards. Parce qu'il est obsédé par les voitures allemandes qui sont achetées par les Américains, donc il regarde, le fait de ne pas avoir de Chevrolet à Berlin. Il a son narratif, très bien. Il est important, également, que l'Europe fasse entendre sa réalité, qui, par parenthèse, est la réalité. On parlait tout à l'heure des marchés financiers. Donc c'est très important que ceci soit dit,
soit dit pour lui, bien sûr, mais soit dit aussi pour ses équipes. Donc, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a, du reste, ça a été noté, je crois, par certains de vos confrères, pendant même l'entretien, il a saisi le bras du président des États-Unis, il lui dit... Sur la question de ce qu'avait coûté le soutien à l'Ukraine. Là, je crois que tu te trompes, si je peux pas... On dit « you » en anglais, donc on ne sait pas si on dit « vous » ou « tu ». Il le tutoie visiblement quand il traduit en français. Bon, donc ceci est une erreur. C'est d'assez loin l'Europe qui est le plus grand donateur pour l'Ukraine. C'est vrai aussi pour les droits de douane. Donc il faut corriger en permanence. Et puis derrière, vous avez raison, derrière, bon, ces éléments sont des éléments qui vont faire partie, évidemment, de la négociation lorsque celle-ci va s'engager. Et je rappelle, malgré tout, que la négociation ne s'est pas engagée ni pour les discussions commerciales, ni pour ce dont on parlera peut-être tout à l'heure, les discussions donc d'un cessez-le-feu éventuel entre l'Ukraine et la Russie. Mais on est dans cette phase où on plante le décor, et lui, il continue à dérouler son agenda. Donc le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il continue, il a entendu effectivement ce qui a été dit, et quelque part, la voix de l'Europe, enfin, j'allais dire, s'est fait entendre, de façon assez claire, même très claire, il faut le reconnaître. Et puis derrière, évidemment, il fait voter évidemment à l'ONU, ce qui nous sidère tous, parce que quelque part une résolution qui n'évoque pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors certes, la résolution passe quand même, ce qui fait que quelque part, la Russie et les États-Unis, avec, c'est quand même un attelage un peu improbable, la Biélorussie et la Corée du Nord sont mis en minorité. Bon, c'est un peu bizarre. Par 2 fois, par l'Assemblée générale. Du coup, il repasse au Conseil de sécurité, où là, on passe in extremis. Voilà, donc il fait effectivement ce qu'il veut faire. Il va recevoir, donc en ce moment, là, il reçoit donc, le Premier ministre britannique. On va bien voir ce qui va en sortir. Et demain, donc M. Zelensky. Donc il continue à dérouler son agenda. Mais justement, Thierry Breton, sur cette question du conflit ukrainien, là encore... décalage peut-être entre ce que semblait obtenir Emmanuel Macron lundi sur ce qu'on appelle les garanties de sécurité. C'est-à-dire que l'idée que si des troupes européennes sont envoyées en Ukraine pour assurer le maintien d'un cessez-le-feu, il y aurait un soutien américain. Là-dessus, Donald Trump, quand il en parle hier, c'est à l'occasion d'ailleurs la même réunion qu'il parle aussi des droits de douane, là-dessus il n'est pas extrêmement allant. Est-ce qu'on peut faire confiance à Donald Trump dans le cadre de la tentative de résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie? Je le redis, encore une fois, je ne veux surtout pas minimiser le moment que nous vivons, dont j'estime, du reste, je l'ai du reste dit et écrit moi-même il y a peu de temps, c'est un moment historique, sans doute l'un des plus importants que nous vivons depuis la Seconde Guerre mondiale, nous en tout cas Européens, et sans doute aussi pour l'équilibre et l'architecture de sécurité, bien sûr en Europe, mais quelque part donc du monde. Donc ce moment est extrêmement important. Mais il faut faire la part des choses. Et je crois vraiment qu'il faut avoir cette rigueur et aussi cette expérience dans ce moment-là. Tout ce qui est dit aujourd'hui est dit dans le cadre d'une négociation qui n'a pas démarré. Donc il pousse, encore une fois, aussi loin que possible, je dirais, ce qu'il veut obtenir. Par parenthèse, Vladimir Poutine fait la même chose. Nous, c'est vrai que pour l'instant, on est des observateurs, ce qui est tout à fait anormal, compte tenu du rôle que nous jouons. Je le rappelle, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est d'assez loin, 20% de plus, le premier soutien donateur auprès de l'Ukraine. Les États-Unis ne sont que le second. Dans un monde normal, on pourrait concevoir que c'est le premier qui est à la table de négociation et qui invite le second. Bon, très bien, c'est pas ce qui se passe. OK, on va voir. Mais dans cette période un peu singulière, effectivement, pour répondre à votre question, non, tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est uniquement, encore une fois, on pousse le bouchon. Regardez ce qui s'est passé sur les terres rares. Mais je vous donne juste un exemple, qui, d'une certaine façon, alimente la discussion et ce que vous dites. On a interrogé il y a quelques instants, il y a ce qu'on appelle une alerte AFP, Donald Trump sur le terme de dictateur qu'il avait utilisé pour qualifier Volodymyr Zelensky, où il qualifiait Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection sur ses réseaux sociaux. Et Donald Trump répond « J'ai dit ça ?» Point d'interrogation. Nous disons donc exactement la même chose. Vous avez à l'antenne, en temps réel, ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc il faut, en ce qui nous concerne, donc bien préciser quelles sont nos lignes de force, quels sont les éléments que l'on va mettre dans les rapports de force, ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et puis derrière, quand on va rentrer dans les négociations, que ceux qui vont être à la table des négociations, bien sûr lui, mais il y aura quelques équipes autour, écoute bien jusqu'où peut aller. Alors vous m'interrogez tout à l'heure. Macron autour de la table, parce qu'au fond il faut un interlocuteur. Non, je crois que là, encore une fois, alors Donald Trump n'aime pas l'Europe.
Alors, il aime les pays, il le dit, Oui. il les trouve même charmants, mais il n'aime pas l'Europe en tant que telle, en tant qu'entité. Et quelque part, dans sa logique de rapport de force, parce que c'est la logique dans laquelle il est, on peut le comprendre, puisque l'Europe est un continent qui est plus grand que les États-Unis d'Amérique. Donc on peut le comprendre. Pour lui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il préférait voir fragmenté. Et je le répète, c'est également la volonté de Vladimir Poutine, et par parenthèse, la volonté aussi de ceux qui soutiennent soit Donald Trump aujourd'hui, je pense en particulier en Europe et les forces politiques, soit Vladimir Poutine. Je le dis entre parenthèses. Nous, notre seule issue collective, c'est de continuer à exister ensemble et de peser ensemble. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, nous avons des institutions. Ces institutions, elles disent de façon très précise qu'il y a un exécutif européen, bon, très bien, il y a le Conseil européen qui est représenté aujourd'hui présidé par Antonio Costa, qui est l'ancien Premier ministre portugais, et qui représente précisément les États membres, y compris dans leur volet politique étrangère, avec le soutien de la haute représentante. Ça me semble être donc normalement le président du Conseil européen, et mandaté évidemment par les États membres, peut-être la haute représentante qui devrait y aller, sauf à ce que les membres du Conseil européen, les 27, choisissent un émissaire particulier pour avoir cette négociation particulière, comme on l'avait fait, vous vous en souvenez, pour le Brexit, où c'était Michel Barnier qui avait été choisi. Absolument. Juste avant de parler des retraites, puisque il y a quelques instants en plus, François Bayrou en a parlé dans une grande interview au Figaro. Un mot sur les États-Unis et le débat autour de la liberté d'expression, notamment après le discours du vice-président américain J.D. Vance, qui a fait la leçon aux Européens à Munich sur la question de la liberté d'expression, sur la question de l'immigration. Un discours qui, en France, a été repris par une partie de la droite, de l'extrême droite. Est-ce que l'Europe est en train de perdre la bataille culturelle sur la question de la liberté d'expression? Puisqu'on voit bien que même dans le débat politique français, de plus en plus on dit mais regardez aux États-Unis, là-bas au moins, cette liberté d'expression-là, elle est respectée. La liberté d'expression, elle est née en Europe. Elle n'est pas née aux États-Unis. Je le rappelle. Pour nous en Europe, c'est un élément absolument fondamental de notre démocratie et de nos états de droit. Donc aujourd'hui, bien sûr, je ne suis dupe de rien. Et il faut appeler un chat un chat. L'extrême droite, parce que c'est ça dont il s'agit. L'extrême droite s'alignant sur les propos d'Elon Musk, qui depuis le début a voulu lutter contre la régulation qu'on a mis en place pour pouvoir faire quoi sur les réseaux sociaux, ou par parenthèse, nos enfants et les téléspectateurs qui nous regardent ce soir le savent, passent pour certains d'entre eux 5, 6, 7, des fois jusqu'à 10 heures par jour sur ces réseaux. Nous avons voulu protéger nos enfants. Et nous avons mis donc pour la première fois des règles pour les protéger. Non pas jamais pour contrôler la parole. Et c'est parce que ces règles peuvent gêner, et notamment certains, dont le propriétaire de X, qu'ils ont détourné le fait de dire que c'était fait pour contrôler la parole, liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez me citer un cas où aujourd'hui, je vous suis, comme beaucoup d'entre nous, Monsieur Duhamel, est-ce que il y a une chose qu'on vous a interdit de dire sur les réseaux? Est-ce que vous avez été repris? Jamais. Vous avez raison, et c'est vrai pour tout le monde. Thierry Breton, donc c'est un débat, je le redis. Vous parlez des réseaux sociaux, mais prenons un exemple qui va peut-être évidemment frapper ceux qui nous regardent ce soir. Demain soir à minuit, il y a une chaîne de télévision qui va cesser d'émettre, la chaîne C8, après une décision de l'Arcom, validée par le Conseil d'État. Faut dire qu'il y a eu des sanctions répétées, des amendes. Et on voit bien que ça passe pas auprès d'un certain nombre de Français qui regardent cette chaîne-là. Est-ce que là, il n'y a pas un risque en quelque sorte de frottement entre des règles qui n'ont pas été respectées, mais des gens qui se demandent pourquoi des chaînes de télévision sont fermées? Si vous le permettez, dans cet échange, qui est un échange évidemment, une chaîne sérieuse, on ne fait pas d'amalgame. On est en train de parler des règles que nous avons mises pour que nos réseaux sociaux protègent nos enfants. C'est pour ça que je faisais bien la distinction entre les réseaux sociaux et la façon dont la liberté d'expression est utilisée. Et on a dit ensuite que certains, pour venir en soutien d'Elon Musk, de façon un peu bizarre, quand on voit la façon dont il se comporte du reste avec les fonctionnaires, mais c'est un autre sujet, ont repris ces thèses, qui sont les thèses de certains GAFA, qui trouvent que ces règles sont un peu contraignantes parce qu'il faut dépenser un petit peu d'argent, et détournent l'objet, qui est la protection, encore une fois, de nos enfants et de nos démocraties, pour dire qu'en fait, ça brime la liberté de parole, ce qui est totalement faux, c'est une énorme fake news. Et puis en parallèle, ils disent, regardez ce qui se passe sur C8. Mais pardon, mais ça n'a strictement rien à voir. Sur la décision de l'Arcom, que je n'ai pas commentée, mais je l'ai lu comme vous. D'abord, moi qui suis vraiment un fervent défenseur de la liberté d'expression, je souhaite
comme beaucoup d'entre nous, que celle-ci puisse s'exprimer et que toutes les opinions puissent s'exprimer, bien entendu. Et c'est le cas, je le redis, sur l'ensemble des réseaux qui sont régulés aujourd'hui pour les très grandes plateformes. Bon, il y a eu effectivement une décision de l'Arcom qui n'a strictement rien à voir avec ce dont nous parlons en ce moment. Visiblement, sur l'Arcom, quel est le rôle? Mais là aussi, pour nos téléspectateurs. Et encore une fois, je ne veux pas prendre position pour les uns et pour les autres. Je regrette, évidemment, comme tout le monde, quand une expression ne peut plus s'exprimer. Sauf que là, c'est uniquement l'utilisation, encore une fois, de fréquences, qui sont des fréquences qui sont la propriété de communes, qui sont mises à disposition pour une durée donnée d'un certain nombre d'entités qui vont pouvoir émettre ensuite, conformément à un cahier des charges. Et donc, ce cahier des charges, il a été jugé, je n'ai pas commenté ça, par l'Arcom, qui n'avait pas été respecté à de très nombreuses reprises. Et donc, l'Arcom a décidé de ne pas renouveler, mais non pas de faire cesser C8, de ne pas renouveler. C8 et l'ensemble de ceux qui contribuent à ces émissions peuvent évidemment, et moi je le souhaite personnellement, puissent s'exprimer ailleurs. Mais c'est ça la réalité. Mais faire l'amalgame, pas vous et pas ici. C'était la question que je posais, puisque sur cette chaîne, quand on a en face de soi des invités, on apporte une forme de contradiction. Un mot, Thierry Breton, sur ce que vient d'annoncer François Bayrou dans les colonnes du Figaro, qui dit ne pas exclure un référendum sur les retraites. Est-ce que là, quand on voit les constats qui ont été faits sur le déficit du régime de retraite, est-ce que le référendum est un bon outil? Et au fond, il y a une sorte d'interrogation sur la façon dont, aujourd'hui, ce qu'on appelait le conclave fonctionne. On a vu Force ouvrière qui a décidé de claquer la porte. Est-ce que c'est une sorte de débat impossible et est-ce que le référendum est une issue pour essayer de le régler? Vous savez, vous connaissez mes positions, puisque en tant que ministre des Finances, j'ai toujours défendu la maîtrise de nos finances publiques et également de notre endettement. Vous vous en souvenez, Benjamin Duhamel. Donc je me suis très souvent exprimé sur ces questions en disant que notre modèle social auquel nous sommes légitimement très attachés, ne peut plus fonctionner en l'état. Parce qu'au fond, quand on voit qu'on a 150 milliards de déficit par an, je rappelle qu'à 6% de déficit, c'est même 180 milliards. Donc, ça veut dire qu'on dépense 180 milliards de plus que ce qu'on pourrait se permettre. Donc, où ils vont ces 180 milliards? Dans la dette. Donc, j'ai été effectivement de ceux qui ont dit qu'il fallait qu'on rediscute précisément avec tous les Français de la façon de maintenir, bien entendu, je dirais notre protection sociale, mais de travailler autrement. Si jamais c'est cette question qui est posée, alors certes, on voit que le régime aujourd'hui des retraites est en déficit. La Cour des comptes nous donne un chiffre. Personnellement, le Premier ministre en a donné un autre, qui est, je crois, 5 fois plus important. Les 55 milliards. Personnellement, moi, je suis plutôt du côté du Premier ministre, et avec moi, beaucoup. Donc je pense que c'est important de dire aux Français, voilà la réalité, et que faire, comment faire ensemble pour pouvoir continuer à bénéficier de notre modèle social, mais en même temps, de ne pas avoir un tel déficit, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Il nous reste peu de temps, Thierry Breton. Un dernier mot sur une autre annonce de François Bayrou qui est favorable au fait de sortir des 3% les dépenses militaires. Semble-t-il, il y avait une ouverture, notamment du côté du chancelier allemand, l'ancien Olaf Scholz, mais le nouveau, celui qui va le devenir, Friedrich Merz. Est-ce que c'est nécessaire, dans la montée des périls que l'on évoque, de sortir des règles des 3% les dépenses militaires? Benjamin Duhamel, ça a été une disposition qui a été ajoutée dans la refonte du pacte de stabilité et de croissance, qui a été révisé, comme vous le savez, il y a maintenant 6 mois, après 2 ans de discussion. Donc oui, dans le cadre de crises importantes, systémiques, auxquelles l'Union européenne pourrait être confrontée, on l'a vécu par exemple dans le cadre de la pandémie du Covid, dans le cadre de ce que nous vivons, évidemment c'est une crise, me semble-t-il, systémique. À ce moment-là, les dépenses engagées pour faire face à cette crise peuvent évidemment être extraites, donc soustraites des 3%. Donc cette clause existe, il faut maintenant que la Commission l'applique le plus vite possible, bien entendu. Merci beaucoup Thierry Breton, ancien ministre, ancien commissaire européen, d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde de savoir et d'avoir commenté cette actualité.